ministre de la Culture, quant à lui, reçoit le grade d'officier de l'ordre de l'étalon. Monsieur Chogel, Okala Maïda. Présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre exceptionnel à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Encore sur vos applaudissements, félicitations à son excellence, félicitations à monsieur le ministre en charge de la culture. Ça aussi, on va patienter d'abord, c'est pas terminé. Ah, c'est pas ça. Madame m'en a donné beaucoup. Et comme vous savez, dans le débat de la région malienne, on est un pays métissé. Le Premier ministre est un vrai métis malien. On a un grand-père, quand vous le voyez, il est tout blanc comme un arabe. Tout blanc. Tout blanc. Certains de ces enfants sont noirs. Noirs comme le charbon. Bien que les dames qui sont blanches, elles ont les cheveux lisses. Ma mère est une grand-mère qui dit d'ailleurs que pour elle, je suis Choguel Diallo. Pour elle, je suis Peul. Quand on voit ma mère, c'est une Peul, vrai Peul. Mais elle a mis au monde un enfant. Il ressemble à son père Soraï, avec un gros nez, des cheveux bien crépus. Il ne ressemble ni aux cheveux de sa mère, ni aux cheveux de son grand-père Solis. Et dans cette famille, tout le monde est polyglotte. Tout le monde parle le Soraï et le Tamaché, invariablement. C'est-à-dire que nous, la nouvelle génération, nous ne parlons pas Tamaché. C'est pour cela que quand soirée Peul Tamaché, il est vrai avec mes discours de vérité et ce que j'ai écrit depuis 2018, tout ce qui se passe maintenant, je l'ai écrit depuis 2018. Certains ont considéré que c'est un adversaire des Peuls, des Touaregs, des Arabes, vous n'avez rien compris. Moi j'ai beaucoup tué dans l'histoire de notre pays depuis des années. Parce que quand notre armée est tombée, pour moi, ce n'était pas possible. Quand j'ai quitté le gouvernement en 2007, j'ai pris mon temps avec un ami, professeur d'université, pour étudier et nous dire qu'est-ce qui nous est arrivé. Un grand peuple avec nos ancêtres qui depuis le XIIIe siècle, 14e, 15e, 16e, 17e, tous les grands empires étatiques en Afrique, c'est sur notre peuple. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que 500 bandits préparés que les Tunisiens viennent nous subjuguer et nous soumettre? Nous nous sommes dit qu'il faut chercher à comprendre l'histoire de notre pays. Pas seulement ce que les grands-mères nous racontaient, les grands-parents. Nous nous sommes mis à étudier, à voyager, à aller dans les grandes bibliothèques, voir ce que les explorateurs, les militaires ont écrit et envoyé au roi, parce qu'ils écrivaient tout. Le résultat, c'est un livre qui a été édité en 2018, s'appelait « Les réfugiés au nord du Mali des origines à nos jours ». Le premier livre que j'ai consulté a été écrit en 1878 par des militaires. Comment ils ont conquis le Mali.
des questions qui ont posé plus de distance. Et le dernier livre a été écrit en 2010. Donc, 120 ans à peu près, nous nous sommes donné 4 ans pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, cette affaire de terrorisme participe d'une stratégie de recolonisation de l'Afrique. Parce qu'à la chute des grandes entités étatiques qu'il y avait ici, l'Empire du Mali, l'Empire du Songhoué, celui d'Askia Mohamed, après leur disparition, nous n'avons plus eu d'identité étatique. Il y a eu des petits royaumes ethniques qui sont dirigés par des chefs qui ont été éliminés, soumis un à un, parce qu'ils étaient faibles. Et donc la division a profité aux colonisateurs. Deuxièmement, toutes les ethnies les plus féroces qui se sont opposées avec résistance aux colons, nous nous sommes rendus compte que dans le recrutement des militaires qu'on appelait plus tard les tirailleurs sénégalais, le colon recruté dans ces ethnies pour faire son armée, pour faire sa force de travail. Ça nous a permis de faire une étude sociologique de notre pays, nous poser les bonnes questions. Et c'est depuis ce moment que j'ai affirmé dans les médias, devant les journalistes, on était incompris en ce moment, mais les vidéos sortent maintenant. J'ai dit aux Maliens, en 2018, ne perdez jamais espoir. Notre peuple est tombé si bas parce qu'il a été trahi par l'élite dirigeante. On a transformé le Mali en État vassal et par extension les autres pays africains. Or, nous voulons être un État partenaire. Et j'ai dit aux Maliens de ne pas perdre espoir qu'un jour, je l'ai dit en français et en bamana, des hommes et des femmes sortiront de notre société. J'avais dit en son temps que je ne sais pas si ce sera de notre génération ou après nous, mais des hommes vont sortir des flancs du peuple malien qui lui restitueront son honneur et sa dignité. 2018. 2 ans après, Dieu nous a montré que ça va se passer pendant notre génération. Et nous avons eu des hommes, les ministres de la Défense, le président du Conseil national de transition, le directeur des services spéciaux et le ministre de la Réconciliation, dirigés par celui qu'ils ont choisi, le président de la transition. Et au nom de l'armée malienne, qui a été humiliée, vilipendée, insultée, parce qu'on les envoyait à la mort inutilement. Parce qu'un pays vaste comme le nôtre, 1 240 000 km², tout pouvoir qui ne cherche pas la suprématie dans les airs ne peut pas gagner une guerre. Or, tout avait été fait pour que le Mali n'ait aucun vecteur aérien. Le Mali ne pouvait même pas acheter des simples visions, lunettes à vision lecture. Imaginez, des simples lunettes à vision nocturne. Notre pays ne pouvait pas les acheter. Quand on envoie 300 militaires quelque part sur le papier, peut-être qu'en partant, ils ne sont que 200. Sur les 200 arrivés, peut-être il n'y a que 100 fusils qui sont donnés. Sur ceux qui ont les 100 fusils, peut-être au lieu de donner 3000 balles, on donne 50.
et on les met dans des camps. Les terroristes donnent le temps d'étudier leur mode de vie, leur façon de se déplacer. Ils s'informent. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas 300 mais 200. Qu'en fait, il n'y a que 100 qui sont armés. Sur les 100, il n'y a que 50 qui sont opérationnels. Ils s'organisent, ils viennent tomber sur eux par milliers, ils les tuent tous. On fait des fosses communes, on les enterre. Ou l'exemple que je cite aux Maliens souvent, qui est très symptomatique de leur mauvaise volonté, la base militaire de Ndeliman, c'est vers Menaka, financée par la MINUSMA, construite par Barkhane dans le désert. Et ils oublient, entre guillemets, de faire un forage. Tout le monde sait que le premier besoin de l'homme dans la vie tout court, a fortiori dans le désert, c'est l'eau. Donc les militaires n'ont pas d'eau. Notre État n'a pas les moyens d'amener des milliers de cargaisons d'eau minérale. Les militaires sont obligés de sortir pour chercher de l'eau dans les hameaux aux alentours. Les terroristes étudient leur parcours. Et un jour, pendant qu'on puise dans le puits, les terroristes tombent sur eux, ils les tuent tous, ils mettent des bonbonnes d'explosifs dans les véhicules, ils retournent au camp. Rentrés dans le camp, ils le font exploser. Une bonne partie des militaires meurent. Ceux qui survivent, ils font 7 heures de combat. L'armée ne peut pas les secourir. Personne n'est un pays vaste. 400, 500, 200, 300 kilomètres. L'armée ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Mali n'a pas de vecteur aérien. Et ceux qui les avaient, la MINUSMA et Barkhane, disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Donc on finit de tuer tous les Maliens. On vient les enterrer jusqu'au prochain drame. Ensuite, on vient dans un village. On tue toutes les personnes, 140 personnes, les femmes, les enfants. On les enterre dans les fosses communes. Le président vient, il pleure. Il menace les ministres, les militaires, on les monte à la télé pour montrer, comme le disent les Ivoiriens, qu'il est garçon. Les militaires tremblent. On passe l'image en boucle, on dit au Mali, il n'y a pas de militaires. Pendant ce moment, on continue de se moquer de notre armée. On invente même que dès que tu tires, ils fuient. On dit que c'est des lapins. Des hommes politiques vont en Occident. On les reçoit, on fait des réunions avec des élus. Ils disent, ah oui, au Mali, il n'y a même pas de militaires. Dès que vous tirez, ils fuient, c'est comme des lapins. Il y a des hommes politiques qui se lèvent. Ah, au Mali, il n'y a même pas d'armée. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Tout cela s'est passé parce que c'était orchestré, des dirigeants complexés. Imaginez-vous que des gens comme ça cherchent à devenir président du Mali. Depuis ce temps, j'ai toujours dit que nous aurons des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes issus de ce peuple qui lui restitueront son honneur et sa dignité. Et c'est ce qui est arrivé le 18 août. J'ai appelé ceux qui l'ont fait au nom de l'armée, je sais que c'est toute l'armée, parce que vous savez, les militaires, ils ne parlent pas beaucoup. Quand il y a quelque chose, ils s'entendent d'abord. On a fait 24 heures, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de se concerter pour que tous les corps soient là-dedans, qu'il n'y ait pas de dissension. Donc c'est au nom de l'armée qu'ils font agir. Je les ai appelés, pour ceux qui comprennent, le Manin, le Bamana, les Monébodins. C'est-à-dire que les enfants qui sont venus enlever la douleur que notre peuple avait.
quelqu'un d'autre l'appellera, qui sont venus venger le peuple, mais c'est un peu méchant. Ils sont venus enlever la douleur. Et notre peuple s'est organisé autour d'eux. On a fait un temps d'hésitation et on a repris le bon chemin le 24 août 2021. Le 7 juin 2021, la Cour suprême, au nom du peuple malien, a investi celui qu'ils ont choisi comme leur chef, investi président de la transition. Et c'est le même jour que ce dernier, effectivement, a porté son choix sur notre personne. Il m'a remis le décret signé. Je suis sorti de son bureau et je me suis juré ce jour-là de faire tout ce qui était de mon possible en bravant tous les risques pour qu'un jour, l'honneur et la dignité des Maliens leur soient restitués. Parce qu'on a eu des monnaies bondées. Ce qui restait, c'est d'être ferme sur le chemin politique, ne pas hésiter et que les militaires assurent la sécurité du pays et des institutions. Parce que nous visions un objectif. Cet objectif, on l'a atteint à mi-parcours aujourd'hui. Notre armée a pris Kidal. Quand notre ministre des Affaires étrangères, j'allais dire notre brillant ministre, a dit à l'ONU, départ sans délai. C'est comme une explosion là-bas. Il y a des gens qui sont tombés en syncope à Bamako. Et d'autres ont dit, ça c'est de la fanfaronnade. Ils n'oseront pas le faire. Parce qu'il y a des pays africains où on a demandé la fermeture de l'ONU, les forces internationales, depuis 2018. Mais elles sont là-bas. Donc ils ont dit, ils font de la fanfaronnade. Ils ne pourront pas. Notre président, notre ministre de la Défense, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, accompagnés de l'explication politique, historique et dialectique qui démontrait que le retour du Mali est inéluctable, que le peuple malien est de retour. Ils ont dit qu'avec l'appui de Dieu et du peuple, l'armée va rentrer à Kidal. Et le 14 novembre 2023, notre armée est rentrée à Kidal. Ce jour-là, vous allez lire la presse française. Les éléments de langage ont changé. On ne parle plus de la SEMA, comme je l'ai dit. On nous dit CSP et rebelle Touareg. Ce que je vous dis, ce n'est pas la propagande, c'est la vérité. Allez-y regarder. On ne parle plus de SEMA. Mais avant, pourquoi ils étaient sûrs qu'on ne pourra pas le faire? Parce qu'ils avaient un verrou qui s'appelle BER, où ils ont concentré l'essentiel de leurs efforts. Nous l'avons déverrouillé de la plus belle manière. Et BER est tombé. Depuis que BER est tombé, c'est resté comme une arête dans leur gorge. Et c'est pour cela que, accompagnés de certains terroristes extérieurs, ils sont allés tomber sur un bateau qui voyageait tranquillement, tuer des centaines de personnes à Tombouctou, à Bamba, à Rarouz, aller faire des explosions dans le camp de Gao. Mais ce jour-là, les Maliens ont montré deux choses importantes. Pendant qu'il y avait l'explosion dans la base militaire de Gao, l'imam Oumar Al-Mahdi de Gao, il a harangué les foules dans sa mosquée pour dire aux terroristes que 2023 n'est pas 2012, qu'ils les trouveront les pieds fermes à Gao. Ils ne bougeront pas.
Depuis 2012, ils n'ont pas bougé. A fortiori maintenant, ils savent qu'ils sont adossés à une armée. La deuxième chose, les populations de Tombouctou, de Bamba, de Rarousse ont montré une résilience incommensurable. Tout le monde s'est engagé à transporter les malades pour calmer les gens. Au lieu de paniquer notre population, elle a serré les rangs. Même la fête de l'indépendance que nous voulions fêter avec brio, le président de la transition a pris la décision salutaire, saluée par les Maliens, d'annuler les côtés festifs et que les moyens que nous avions, on les utilise pour secourir nos frères du Nord. On a résisté à tout ça. Kidal est pris. Hier, en conseil des ministres, on a nommé un patriote, le général Aladji Gamou, pour être gouverneur de Kidal. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui. Je lui ai dit je souhaite le rencontrer. Je souhaite le rencontrer. D'ailleurs, je ne le rencontrerai pas seul, avec d'autres ministres, pour lui signifier le soutien du gouvernement total. Ce n'est pas qu'on l'a nommé comme ça. Le soutien du peuple malien. Parce que désormais, dans l'histoire du Mali, je crois dans l'histoire de l'Afrique et de nos pays voisins, il y a l'avant et l'après le 14 novembre 2023. Et qu'aujourd'hui, l'espoir des Maliens repose sur lui. Que Kidal retourne définitivement dans le giron du peuple malien. Et que personne, comme l'a dit mon frère, ne rêve ramener le terrorisme à Kidal. Nous allons les poursuivre dans les grottes, dans les forêts. Même hier, ils ont amené des gros camions avec des lance-roquettes qui sont venus de Kidal. Quand ils sont rentrés sur notre territoire, on leur a donné un petit bonjour et ils ont disparu dans la nature. Ils se sont effondrés. Ce n'est pas qu'ils ont fui, on les a bousillés. Et c'est ce qu'on va continuer à faire pour la paix de notre peuple. Et je suis heureux que nos frères du Burkina Faso, nos frères du Niger, ce n'est pas seulement des amis, c'est des frères. Vous savez, les amis, on les choisit, mais les frères, on ne les choisit pas. Géographiquement, démographiquement, historiquement, nous sommes liés aujourd'hui. Et les résultats des opérations conjointes sont tels que j'espère que dans quelques temps, c'est les terroristes qui vont se chercher. Ils vont aller ailleurs. Parce que nos armées sont en train de terroriser les terroristes déjà. Donc ils vont quitter nos territoires. Mais nous allons les poursuivre. Il faut que les Africains se lèvent. Tous les peuples regardent aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger. Si nous réussissons, l'Afrique va réussir. Et nous allons réussir. Parce que nous ne cherchons pas à tromper. Et dans la grande bataille d'ordre historique que nous menons, nous allons trébucher souvent, mais on ne tombera pas. Nous allons peut-être perdre des petites batailles. Mais comme je l'ai dit, la guerre, nous allons la gagner. J'ai dit récemment que le colonialisme a commencé en Afrique. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Merci bien. On est applaudissements, s'il vous plaît. Mais ceux qui les ont trouvés, ces noms, ils savent pourquoi. Il y avait l'opération Sabre, vous savez, et il y a eu l'opération Takuba au Mali. Takuba, c'est les sabres pour faire la guerre. Généralement,
on donne quand on va au front aux fils aînés qui sont forts. Je lui donne ça parce qu'ils sont en train de trucider les terroristes. Les sables qu'on avait amenés au Burkina à un moment donné, ni les Takuba qu'on a amenés au Mali, ça nous a visé, que nous avons renvoyé. Cette fois-ci, c'est un sabre, un Takuba, pour effectivement trucider les terroristes dans les pays du Sahel et en Afrique. Merci bien. J'ai été au Burkina, il en a porté, mais il avait vraiment des problèmes. Chaque fois, il fait comme ça, il fait comme ça. Je vois même qu'il n'était pas à l'aise. J'ai dit à mes collaborateurs, la prochaine fois, quand tu vas dans un pays, il faut connaître les habitudes du Premier ministre. S'il porte des habits serrés, c'est ce qu'on va faire. N'allez pas amener des grands comme lui. Et on ne sait pas comment c'est qui va se passer après. Parce que c'est un chef qui se mélange les pieds devant les dames. Vous connaissez la suite, non? Donc, c'est un tissu traditionnel, un boubou. Et arrivé là-bas, vous pouvez donner à votre tailleur pour l'arranger à votre Constitution du Mali. Voilà, donc je vous fais ce cadeau, que vous voyez et que vous comprenez. Donc, il n'y a plus l'énergie. C'est l'étalon de résilience, votre victoire. C'est l'étalon de résilience. On applaudit super. Ça, c'est un façon d'Anthony. Comme le ministre du commerce l'a dit tout à l'heure, fait à partir de matières premières locales. C'est pas le cas. Quel est le nom de groupe de net dont le boubou des Président de la Constitution, chef de l'État du Burkina Faso, qui remet un cadeau à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Constitution du Mali. Cadeau qui sera remis, bien sûr, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso. Comme vous savez, c'est une femme combattante qui a été à l'origine de la fondation d'un des royaumes du Burkina Faso. C'est l'Amazone Yenenga. Donc je vous donne cette statue-là qui symbolise la résilience, le combat et la victoire.